Bonjour à tous, moi c'est Madeline, je suis maman de jumelles et créatrice du podcast Jumeaux, triplés et plus, parents, la parole est à vous. Ici, on parle de nos parcours de parents et futurs parents de multiples, librement, sans tabou, avec bienveillance et surtout, je l'espère, avec beaucoup d'humour. Grossesse, accouchement, néonat, retour à la maison, gestion du quotidien, on se dit tout, on partage tout, les galères comme les victoires. Au programme, des discussions avec des parents et des entretiens avec des professionnels pour mieux comprendre et aborder plus sereinement cette aventure unique. Alors si ça te tente, n'hésite pas à t'abonner et à me suivre sur la page Instagram Jumeaux, triplés et plus. Et maintenant que c'est fait, reste avec moi, c'est parti. Salut les super parents, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode numéro 7 de Jumeaux, triplés et plus, parents, la parole est à vous. Pour cet épisode, je reçois Jessica, maman de Basile et Rose, née en 2021. Avec Jessica, on est revenu sur son parcours, une grossesse bibi, sans souci médical, chamboulée par l'arrivée prématurée de ses jumeaux à 32 semaines, leur hospitalisation en néonate et le sentiment de culpabilité qu'il a traversé et comment elle a réussi à le surmonter et réparer sa maternité grâce à l'allaitement. Un épisode riche, plein de conseils, de force et d'ondes positives qui, j'espère, vous plaira autant qu'à moi. Salut Jessica, comment tu vas? Salut Madeleine, bah écoute, ça va bien. Bon, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. J'ai énormément de questions à te poser. Et je sais d'emblée qu'on va avoir un super échange, donc j'espère que tu es prête. Oui, je suis prête, j'ai la tisane à côté et je suis ravie de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Super. Alors, ma première question, quelle a été ta réaction à l'annonce de ta grossesse gémellaire? Ah, c'est une question qui me fait toujours rire parce qu'en fait, je suis tombée enceinte juste après le confinement de 2020 là, et j'ai eu la chance de tomber enceinte tout de suite. Tu connais rien à la grossesse, tout ça, donc je fais les prises de sang là pour mesurer le taux de bêta HCG. Et puis quand je vois mes résultats, je vois un taux mais délirant en fait, pas normal quoi, vraiment qui explose toutes les courbes. Et je regarde sur internet évidemment ce que ça peut vouloir dire et en gros bah, c'est grossesse multiple, hein, ou alors cancer, ou alors truc pas possible. Et je me dis mais non, grossesse multiple, tout ça, bon laisse tomber quoi. Donc je fous ça sous le tapis. Et puis vient l'échographie de datation à 6 semaines de grossesse là. Sage-femme fait l'écho et elle me dit qu'est-ce que vous voyez là? Je fais ah non, me dites pas que c'est des jumeaux. On voyait très bien les deux poches, les deux petits trucs là. Et je me mets à rire, mais possédée d'un rire nerveux quoi, que je ne contrôlais plus. Et enfin, c'est quand même dingue, ça faisait 4 semaines, parce que moi j'ai parlé de ma grossesse tout de suite à tout le monde en gros. Hein. Ça faisait vraiment des semaines que je bassinais tout le monde en disant je pense que je suis enceinte de jumeaux et tout. Et le jour de l'écho, je suis abasourdie quoi, comme si j'avais pas vu venir le truc. Voilà, donc vraiment rire nerveux, incontrôlable, parce que je me suis dit mais pourquoi moi quoi? Qu'est-ce que je vais faire de jumeaux? Déjà un gosse, j'étais même pas sûre que j'allais être capable de m'en occuper, mais alors deux là, ouais au bout de 2 jours c'était digéré quoi. Et j'étais hyper heureuse. Et la réaction de ton conjoint, de tes proches? Alors mon conjoint, c'est la rationalité la plus pure, donc comme je l'avais bassiné avec mon métaux sanguin là, je me dis bah moi je m'attendais à ce qu'on ait des jumeaux en fait. Donc ouais, bah évidemment, enfin ça fait pas rien quand même parce que c'est une sacrée responsabilité, enfin d'avoir un enfant globalement, mais deux c'est vraiment tu sors du circuit normal quoi. Mais il était heureux aussi. Et puis notre famille, bah eux, enfin ils sautaient de joie quoi. En plus on n'est pas une famille de jumeaux quoi. Enfin donc ouais, on était un peu les premiers quoi. C'était la fierté. Fierté d'appartenir au club. Ouais, ouais aussi. Et du coup, pas d'angoisse en se disant mais comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va s'organiser, sereine. Bon, enfin des angoisses. J'ai envie de dire c'est un peu une nature aussi, mais pas une angoisse qui tétanise. Un stress quoi, qui pousse à s'organiser peut-être plus que si on avait eu qu'un. Justement en planifiant, puis grâce à Jumeaux et Plus, sans vouloir faire de la pub déguisée, mais c'est quand même une super asso qui permet aussi de montrer qu'on s'en sort, qu'en fait, il y a effectivement peut-être une petite organisation spécifique à mettre en place, mais que ça va rouler. Donc ça allait. Moi, c'est vraiment la grossesse qui me fait flipper. Et alors, du coup, comment elle s'est passée cette grossesse? Et ben écoute, sur le plan médical, zéro problème. C'est-à-dire que j'ai jamais eu de saignement, tu vois, le truc angoissant. Par contre, moi, j'étais au bout du rouleau, en fait. Enfin, j'ai eu des nausées de l'apocalypse les 3 premiers mois. J'ai perdu du poids alors que j'étais pas épaisse. Et je j'arrivais pas à manger, j'arrivais pas à boire, mais c'était pas au stade où il y avait un truc à faire médicalement, c'était juste bah pas de bol quoi.
Et en même temps, tout le monde te dit c'est bon signe, tu vois, c'est que ça prend. Et ensuite, je sais pas, j'ai eu des brûlures d'estomac de l'extrême. Enfin, donc c'est pas des trucs graves, quoi, mais c'est des trucs qui te font pas sentir hyper en forme quand même. J'ai pas un souvenir ému de la grossesse, quoi. C'était pas la période où t'as profité jusqu'au dernier moment. Non, mais moi, tu vois, j'étais pas mal sportive avant. Et puis en plus, tu sais, t'as vachement ce petit discours de la grossesse n'est pas une maladie. Bon, quand t'as des jumeaux, on te fait un peu plus la paix, mais quand même, tu vois, je m'étais dit, bon, allez, t'es une femme active, tu vas te secouer un peu pour faire du sport. J'ai fait 2 séances de sport, j'ai fait des malaises dans la rue après, mais à m'allonger par terre tellement j'étais au bout du roule. Je me suis dit, on va peut-être se passer de sport. Mais tu vois, ça a été un peu des petits renoncements au fur et à mesure de ma grossesse, parce que moi, clairement, j'étais capable de rien, quoi, pendant cette grossesse. Pourtant, tu vois, c'était en 2020, c'était vraiment l'année Covid. J'avais même plus tellement de déplacements, mais heureusement, quoi. J'étais vraiment très diminuée. Et j'osais pas le dire, surtout, parce que on te dit tellement, c'est pas une maladie, il faut pas faire ta chochotte, quoi. Et puis en même temps, d'un autre côté, médicalement, on dit, bon, vous êtes enceinte de jumeaux, c'est normal d'être fatiguée. Tu sais pas trop où te situer dans tout ça, en fait. Du coup, est-ce que tu étais suffisamment entourée? Est-ce que tu avais pas mal d'informations sur la grossesse gémellaire, le suivi? Alors moi, juste, tu sais, j'étais enceinte de la grossesse la plus facile qui soit, une grossesse bicoriale biamniotique, enfin un peu la grossesse tranquille sur le papier, enfin la moins risquée quoi. Et ce qui fait qu'au début, donc moi je savais pas trop quoi faire en fait. Enfin vraiment première grossesse, tu navigues à vue quand même. Donc j'étais un peu suivie par mon médecin généraliste, qui est une femme extraordinaire, mais qui clairement n'a pas l'habitude de suivre des grossesses gémellaires. Et moi, j'ai pris énormément de poids. Enfin, dès que j'ai plus une nausée, en fait, je faisais que bouffer. Elle paniquait pour moi. Je me suis dit, bon, on va s'entourer juste de gens qui vraiment ont l'habitude de grossesse gémellaire, sinon ça va être panique plus panique égale gros bordel, quoi. Et en fait, et heureusement, j'ai eu la chance donc d'avoir une sage-femme extraordinaire qui me faisait les échographies, donc qui était très rassurante, tout ça. Et après, j'étais suivie dans le 20e arrondissement. Et comme j'avais des jumeaux, j'ai été suivie par la chef de service en mode grossesse pathologique. Sauf que une grossesse gémellaire bibi pour un chef de service, enfin, c'est de la pièce de chat, quoi. Ce qui Ouais, fait c'est que nul. ouais, Intéressant. ouais, c'est ça. Et en fait, je pense que ça m'a un peu desservi après parce que alors médicalement, elle était très bien aussi, mais justement, j'avais rien, quoi. J'avais pas de problème. Enfin, même d'ailleurs, pour la petite histoire, la première fois qu'elle m'a reçue en entretien, donc il y avait mon conjoint aussi, Olivier, avec moi. Elle me posait des questions, mais à tous les deux, tu vois, sur le plan génétique, enfin des trucs pas possibles. Et puis on me répond, enfin, en gros, il y a pas de problème, quoi. Et à la fin, elle dit, excusez-moi, mais pourquoi vous êtes là, en fait? Et moi, je comprends pas. Je me dis, je suis là parce qu'on m'a dit de venir ce soir. Et Olivier qui dit, non, parce que c'est des jumeaux, je pense, oui. Enfin, le truc ridicule, quoi. Je pense qu'il y avait vraiment une erreur de casting, quoi. Et, euh, et donc, si tu veux, on a été suivis par des gens hyper calés, mais j'ai envie de dire presque trop, quoi. Trop calé pour ta grossesse bibi classique, quoi, au final. Je pense. Parce qu'en fait, au final, moi, il s'est avéré après coup que j'avais un utérus contractile, hein, mais j'avais des contractions et donc j'avais mal au ventre. Sauf que, enfin, mal au ventre quand t'es enceinte. C'est selon comment tu le dis, tu vois. Moi, j'allais, excusez-moi, je vais peut-être vous déranger. Je crois que j'ai un peu mal au ventre. Je suis un peu fatiguée. Bah oui, madame. Vous êtes enceinte de 6 mois de jumeaux, c'est normal, quoi. Hop, si j'avais été, c'est ce que je me dis après coup, tu vois, suivie par une sage-femme ou une interne, enfin, j'en sais rien, quelqu'un qui a peut-être un peu moins l'habitude des trucs vraiment graves, on aurait peut-être un peu plus pris, prise au sérieux, j'allais dire. Certes, ce sont des médecins très calés sur leur sujet, mais nous, on est aussi très calés sur notre corps. Il ne faut pas hésiter à insister, à déranger, à aller à l'hôpital. Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc même s'il faut finalement tirer la sonnette d'alarme un peu pour rien pendant sa grossesse gémellaire, faut pas se priver en fait. Hein. C'est clair. Non, non, tout à fait. Donc du coup, tu faisais une grossesse qui s'est globalement bien passée. Et ensuite, alors, cet accouchement. Oui, donc effectivement, grossesse qui s'est bien passée médicalement, c'est-à-dire que moi, mes deux bébés grossissaient parfaitement, enfin, il y avait zéro problème, c'était très rassurant. Et alors, une fois arrivée à 31 semaines et quelques jours de grossesse, je suis allée du coup aider à trier des vêtements dans l'association de jumeaux et plus. Et donc je me suis retrouvée assise un petit peu longtemps l'après-midi. Et en rentrant chez moi, donc j'avais une marche de 10 minutes à faire, j'arrivais plus à marcher, j'avais le ventre qui me tirait énormément. Et puis je me dis bon allez courage quand même, là, tu vas y arriver quoi. Et puis en rentrant chez moi, je perds du liquide. Bon, enceinte de 7 mois, perdre du liquide, tu sais jamais trop ce que c'est. Puis en fait, j'ai quelques gouttes de sang. Donc là, mon compagnon, Olivier, paniqué comme tout. Et moi, je sais pas pourquoi, j'ai eu une phase de déni pas possible. Je me dis, c'est rien, quoi. J'ai dû fissurer la poche. Bon, belle affaire.
allez, je vais me doucher, et puis on va aller à l'hôpital, quoi. Et Olivier, qui a la présence d'esprit, bah voilà, il appelle le SAMU quand même, en se disant, mais attends, tu veux aller à l'hôpital à pied, en fait, ou on va appeler le SAMU, on va voir ce qu'il faut faire. Et puis le SAMU, pareil, nous prend assez au sérieux. Mais comme j'avais pas envie de pousser, tu vois, à ce stade, hein. C'était juste, en fait, j'avais rompu la poche, quoi. Bon, le SAMU dit, écoutez, effectivement, prenez un taxi, allez à l'hôpital, quoi. Donc, je me laisse tranquille, je mets une culotte et une brosse à dents dans un sac, hein, persuadée que j'allais même pas y passer la nuit. Parce que je pense qu'il était 18h, donc on s'était dit, peut-être qu'ils vont me garder pour la nuit, mais pas plus. Vraiment, en mode hyper confiante, quoi. Déni de l'espace. On arrive aux urgences de l'hôpital. Alors je sais plus quels étaient les métiers des dames qui nous ont accueillis, mais ils me disent ah bah vous allez accoucher. Parce que c'est vrai que t'es enceinte de jumeaux de 7 mois, oui t'as l'air d'être à terme, et bien à terme quoi. Et là je me mets à pleurer en disant mais je peux pas accoucher maman, je suis à la 31e semaine et 3 jours. Enfin c'est un peu scénario lunaire où elles me disent elles font un grand sourire en disant ah bah vous venez accoucher c'est génial. Mais non 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 surtout pas. Et je me retrouve là à subir en fait un peu la violence du moment quoi. J'étais dans le déni jusque-là, et puis une sage-femme m'ausculte, et là elle me dit bah vous avez rompu la poche. Et bon bah grosse chialade aussi. Ah bon c'est pas juste une fissure quoi? Ben elle me dit bah non c'est pas une fissure madame. Bah je sais pas moi tu vois. Je pensais que rompre la poche en fait c'était une inondation, pas 3 gouttes dans une culotte en fait. Heureusement ça peut aussi se matérialiser comme ça. Et Jessica, je te coupe, je reviens juste un peu en arrière. Ok. Est-ce que justement pendant ta grossesse, enfin jusqu'à présent, est-ce que tu avais été briefée par les équipes médicales sur les pathologies liées à la grossesse gémellaire, dont des accouchements qui peuvent être prématurés? Ou est-ce que finalement, parce que tu avais une grossesse Bibi, donc la grossesse effectivement la gémellaire, la moins à risque sur le plan médical, finalement c'était des choses où on t'avait pas forcément sensibilisé sur ce sujet-là. Bah, tu vois, 4 ans après, c'est difficile parce que moi, j'ai vraiment pas eu l'impression d'avoir été informée, ou en tout cas suffisamment informée. La prématurité, moi, en fait, on me disait tout le temps, bah, de toute façon, vous irez jusqu'au bout. Et ben d'ailleurs, juste la veille de rompre la poche, j'avais eu mon écho du troisième trimestre, et puis en fait, je contractais pendant l'écho. Et moi, je sentais pas que je contractais. J'avais mal au ventre, quoi, avec mon vocabulaire très précis de la chose. Et la sage-femme me dit, ah, bah, vous contractez quand même. Bon, bah, je vais pas insister. Et puis, on parle du terme de l'accouchement. Je dis, moi, j'en peux plus, j'irai pas jusqu'au bout, quoi. Elle me dit, mais oh là là, bien sûr que si, vous êtes parti au moins jusqu'à 38 semaines. Et je dis, ah non, non, j'irai pas jusqu'à 38 semaines. Bon, sans me douter que je romprais la poche le lendemain. Mais vraiment, je sentais quand même que ça allait pas fort, quoi. Mais on m'a toujours dit, mais vous accoucherez pas. Pas moi spécifiquement, mais en tout cas, les grossesses Bibi, ça va jusqu'à 38, 39, sans problème en fait. Donc il n'y avait pas tellement de warning sur la prématurité. C'est pour ça que j'ai été très choquée quand on m'a dit que j'avais perdu les os. Très choquée, vraiment, et que j'étais dans le déni jusque-là. Enfin, il y a peut-être une part de responsabilité chez moi aussi. Mais là, je me suis pris une énorme claque en fait. Où je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas accoucher maintenant. Non mais enfin, je te comprends. Moi aussi j'ai eu une grossesse Bibi. Mhm. J'ai accouché à 37 semaines parce que prééclampsie, parce que j'ai été hospitalisée en amont et qu'on m'a gardée vraiment pour atteindre le stade de la 37e semaine. Mais c'est vrai que j'avais aussi le discours vous irez très largement au-delà des 37 semaines, alors que non. Donc je te remercie de le dire parce que effectivement, les grossesses bicoriales biamniotiques sont les grossesses gémellaires les moins à risque. Mais quand on dit moins à risque, il y a aussi le terme risque dedans. Mhm. Donc ça veut pas dire que tout va magnifiquement bien se passer de bout en bout. Mais tout à fait. Même si vous êtes enceinte de jumeaux avec une grossesse Bibi, on a le droit de pas aller bien et on a le droit de tirer la sonnette d'alarme aussi, hein. Et est-ce que du coup c'était en rapport avec, tout à l'heure tu disais que tu avais un utérus contractile? En fait, je l'ai appris à l'accouchement que j'avais un utérus contractile. Enfin, je l'ai appris, en fait, un peu parce qu'il n'y avait pas d'explication à la perte des os. Et j'ai eu aucune maladie, donc vraiment, médicalement, moi, ça roulait. J'avais pas de problème, les bébés n'avaient pas de problème. Et comme, en fait, il y a aussi que quand je suis arrivée à l'hôpital, tu sais, ils te monitorent.
Et là, en fait, j'avais des contractions toutes les 2 minutes. Bon, il me disait, mais vous les sentez? Bah, c'est-à-dire que j'ai mal au ventre, toujours. Mais comme d'habitude, en fait. Moi, ça fait des semaines que je suis comme ça. Donc, c'est là, en fait, qu'ils en ont déduit que j'avais, probablement un utérus contractile. Voilà. Ça, c'est un peu le fourre-tout aussi. Bah, on sait pas pourquoi, on saura jamais. Ouais, c'est l'explication qu'on retient, quoi. Voilà. Donc, j'en étais, à ce moment où on détermine que je vais accoucher parce que c'est ça quand même qu'on me dit. Et puis, en plus, donc, c'est un hôpital de niveau 2A. 2A, ça veut dire qu'on y accueille les enfants à partir de 33 semaines. Donc moi, je n'étais même pas à 32 semaines. Donc on me dit, mais madame, on va devoir vous transférer. Je rappelle, on est en janvier 2021. En janvier 2021, on n'est plus au pire moment du Covid, mais en fait, on est quand même encore en période de restriction. Le papa n'est pas nécessairement accepté en fait dans les hôpitaux. Et donc on me dit, madame, on va vous transférer là où il y a de la place, c'est-à-dire n'importe où en Île-de-France. Donc moi, j'habite à Paris et je n'ai pas de voiture. Et on me dit, on peut vous envoyer là à Poissy. Donc je commence à me dire mais c'est quoi ce cauchemar en fait. Mais c'est-à-dire je dis mais est-ce que mon compagnon pourra venir avec moi? On dit mais madame ça dépend, on sait pas, on peut pas vous dire. Là je me demande quand même si je suis pas en train de dormir et en train de cauchemarder. Je rappelle la veille j'avais mon écho du 3e trimestre, tout allait bien quoi et là le lendemain je me retrouve l'interne me dit, Madame, vous allez accoucher de grands prématurés qui seront intubés. Le cauchemar, quoi. Voilà. Donc je pleure, je pleure. Là, à ce stade, je crois qu'on prévient pas nos familles encore. Je fais que pleurer. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Tu vois, tout de suite la culpabilité est arrivée. Je me dis, qu'est-ce que j'ai foutu? Comment moi, alors que tout allait bien sur le papier, qu'est-ce que j'ai merdé en fait pour pas garder mes enfants en fait. Et ça, je crois que c'est un truc un peu central chez les mamans de préma, culpabilité, quoi. Et je me souviens dire à l'interne, mais je comprends pas, hier encore tout allait bien. Bon, et alors, je sais que les internes, ils sont pas dans des conditions faciles, mais là, elle me répond, bah, c'est la médecine, tout va bien, puis ça va plus. Ok, ah bah ça c'est bien pour me rassurer. Tu vois, sur le moment, je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'elle me réponde ça? Et puis au final, bon, quand elle m'a vu pleurer, je vois bien qu'elle s'est dit, merde, j'ai peut-être pas été délicate. Je lui en veux plus aujourd'hui, tu vois. En plus, bon, honnêtement, la sage-femme était top et il y a surtout une infirmière qui est arrivée avec toute la douceur du monde, tu vois. Elle peut rien faire pour moi, mais juste elle est douce, elle est gentille. Et ça fait du bien, tu vois. Donc ensuite, ils ont réussi par miracle à trouver une place pour moi et 2 places en néonat, pour les 2 petits à naître. Donc on me transfère là-bas en ambulance, Olivier qui peut être avec moi. Donc tu vois, là, ça commence à aller mieux. Je trouve que je suis bien prise en charge, on me cajole. Tout le monde était là pour m'expliquer que ça pouvait aller, en fait, que je pourrais garder les bébés. Que c'est pas parce que j'avais perdu les os que j'allais accoucher, qu'ils allaient prendre soin de moi et qu'on pouvait encore l'éviter. Et en fait, bon, c'est pareil, hein, je refais l'histoire après coup. Mais si on m'avait tenu ce discours-là, peut-être que les choses auraient été aussi différentes, en fait. Parce que je me suis vraiment pris un mur. Quand on me dit vous allez accoucher, vos bébés vont être intubés et tout, vraiment là, ouais, j'ai eu un choc traumatisant, quoi. Donc bon, prise en charge, j'ai eu ce qui s'appelle la tocolyse, en fait. On te donne un médoc, donc perfusion aussi pour arrêter les contractions pendant 48 heures, il me semble, et puis après, on peut pas poursuivre et tu peux accoucher. Donc moi, c'est ce qui s'est passé, en fait. J'ai été perfusée pendant le max, je crois. Et de toute façon, le travail s'est lancé. J'ai accouché en gros 48 heures après être rentrée à l'hôpital, quoi. Et alors, ce qu'il faut savoir aussi, donc, quand on est parce qu'au début, en fait, on est en menace d'accouchement prématuré, hein, l'accouchement n'est pas certain. On te fait des piqûres de corticoïdes pour faire maturer les poumons plus vite. Et moi, j'ai eu la chance au moins de bénéficier des 2 piqûres à 24 heures d'écart. Comment tu te sentais à ce moment-là? Et le soir, quand j'étais transférée, je me suis sentie réconfortée, en fait, prise en charge et en confiance aussi, en fait, ce qui est quand même assez déterminant, en confiance. Donc bon, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, d'autant plus que le lendemain matin, à 6 heures du matin, j'ai commencé à avoir des contractions très douloureuses. Et que la tocolyse, je crois, donc le médicament qui permet de diminuer les contractions, exclut la péridurale. Donc, je suis rentrée à l'hôpital le jeudi soir. J'ai eu le vendredi toute la journée avec des contractions douloureuses, toute la nuit avec des contractions douloureuses, sachant que bon, c'était la 2e nuit que je dormais pas du coup. Et il y a un moment là, j'ai commencé à me dire que j'allais plus en pouvoir, que j'allais pas. Là, je n'y croyais plus à retenir mes enfants. Et j'avais les médecins qui m'encourageaient quand même à tenir le plus possible. En fait, au bout d'un moment, bon, gagner 2 heures, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc à 4 heures du matin, ils ont fini par accepter de me poser la péridurale. Et à 16 heures, mes petits sont nés. Donc il y a quand même 12 heures où j'ai pu me reposer là, grâce à la péridurale. Et honnêtement, j'avais réussi à intégrer
le fait qu'ils étaient prématurés, tu vois, des médecins étaient passés pour expliquer ce que c'était que la prématurité. Olivier avait pu visiter le service de néonat qui était juste à l'étage, où on pourrait aller les voir 24 heures sur 24. Et bah tout ça, ça aide quand même à Ouais. aborder les choses de manière plus sereine. Ouais. Finalement, dans ce rush, vous avez réussi à vous projeter. Exactement. En fait, l'équipe, donc, bon, ils ont décidé de nous prévenir que là, l'accouchement prématuré était probable. Qu'en fait, bon, mes enfants arriveraient à 32 semaines, ce qui est prématuré, mais ce qui est pas extrêmement prématuré. Et ils nous expliquent en fait un peu le stade de développement, à quoi va ressembler le bébé, à peu près quel poids il peut faire. En fait, juste, ils t'apportent la connaissance pour bon, t'alerter sur les points de vigilance. Ils t'arment pour que tu aies les connaissances nécessaires pour pas non plus être totalement sidéré par la panique en fait. Ce qui était mon cas au début. Là, ils m'ont aidé à absorber le choc, et c'est ce que tu disais, à se préparer pour la suite, en fait. Et tout en étant très rassurant, très enveloppant. C'est-à-dire que, bah, de toute façon, tu peux pas tout maîtriser. Là, t'en es au stade où tu maîtrises plus, et c'est pas de ta faute. Ils essayaient aussi d'être dans la déculpabilisation. Et là, maintenant, faut se concentrer, bah, sur l'accouchement, sur le bien-être des enfants, le bien-être de la maman, et puis après, sur la suite. Et alors, comment s'est passé cet accouchement? Et ben, finalement, j'ai abordé cet accouchement de manière assez sereine, déjà parce que j'ai eu la chance de pouvoir accoucher par voie basse. Ce que t'es franchement pas gagné, parce que ça faisait quand même 48 heures que j'avais pas dormi. Donc c'est vrai que mon fils, le premier-né, est arrivé bah, grâce au forceps. Sincèrement, je crois que j'ai jamais réussi à faire une poussée efficace. C'était absolument affreux. Et moi, ça a été la délivrance, les forceps. Bon, enfin, ça fait pas du bien quand même. Même sous péridurale, je peux dire que c'était pas agréable. Mais il est arrivé, il respirait, il était tout maigrichon cet enfant, mais ils me l'ont quand même posé un peu sur l'épaule. Et la chance que j'ai eue aussi, c'est que je sais que c'est pas toujours le cas, surtout quand on accouche en avance. Moi, j'ai eu le temps de me faire, malgré tout, à l'idée de cet accouchement prématuré. Et surtout, en fait, je les aimais déjà, mes enfants, et de les voir, en fait, ça n'a fait que renforcer cet amour. Donc j'ai créé le lien tout de suite. J'ai eu ce bébé sur l'épaule, là, Basile, mon premier-né. Ils l'ont emmené pour être soigné. Son papa l'a suivi, c'est ce qu'on avait décidé ensemble, ce qui fait qu'après, bon, 4 minutes plus tard, ma petite Rose est née. Et elle est née, si c'est souvent le cas dans les accouchements par voie basse des jumeaux, moi, elle était en siège, Rose. Et donc, ils sont allés la chercher à la main, en fait. C'est la grande extraction, je sais plus comment on appelle ça, mais... donc honnêtement, j'ai trouvé ça extrêmement reposant, moi, parce que je n'ai plus besoin de pousser, ce qui m'arrangeait bien, ou quasiment pas, quoi. Et en plus, j'ai pas souffert. Grâce à la péridurale, je n'ai rien senti dans cette manœuvre. Et donc, ils ont sorti Rose, qui, pour le coup, était un peu plus en souffrance que son frère, parce qu'il était en détresse respiratoire. Donc, ils m'ont laissé lui faire un bisou, mais ils l'ont tout de suite emmené. Mais moi, je me suis pas rendu compte de cette détresse. Donc, en fait, j'étais assez, je pense que j'avais les effets des hormones, quand même. Évidemment qu'il y avait un fond de tristesse, parce que j'aurais pas voulu ça, mais quand même, j'ai pu accoucher par voie basse, j'ai vu mes bébés, il y avait rien de dramatique. Là, je pouvais me reposer. Parce que Olivier, du coup, était parti avec les petits. Et là, moi, j'ai vraiment pris mon téléphone tout de suite pour écrire à la famille, aux amis. Ça, c'est ce que j'ai pas dit, mais pendant ces 48 heures, j'ai été extrêmement entourée. Alors, à distance, parce qu'avec le Covid, personne venait nous visiter. Mais par contre, j'ai eu des messages tout le temps. J'ai eu des messages de soutien. On a été portés, quoi, par nos proches dans cette aventure-là. Et donc là, il était temps de les rassurer, de leur dire que Basile et Rose étaient nés, que ça allait. Déjà, ils étaient vivants, et puis ils étaient en bonne santé. Je m'arrête un peu parce que là j'ai un sourire énorme en t'entendant. Malgré tout ce qui s'est passé en amont, on sent l'émotion et ta joie en fait. Ça me replonge dans des souvenirs perso. Et je sais pas si toi t'as ressenti ça, mais je crois qu'on est nombreuses à avoir un amour un peu inconditionnel pour la sage-femme. Enfin non, mais moi, celle qui a contribué à mettre au monde Basile et Rose, elle m'a sauvée d'une certaine manière, parce qu'elle m'a enveloppée de douceur. Elle a été d'une tendresse. Je me dis que tout ça, ça a été une aventure collective aussi. Et j'en profite, bah tiens, tant qu'à faire, pour remercier cette équipe de femmes qui m'a accouchée à Saint-Joseph. Et tu es bien placée pour savoir que quand on accouche de jumeaux, il y a du monde. Et c'est que des femmes. Et c'est aussi ce qui m'émeut, tu vois, après coup, c'est que il y a eu une alliance de savoir et de générosité pour me sauver, pour sauver ces deux enfants. Et ça m'a aidé après, pour la suite, ouais. J'en perds, j'en perds mes questions à t'écouter. Je vais te demander, même si tu l'as un tout petit peu dit déjà, mais qu'est-ce que tu as ressenti quand on t'a posé, c'est Basile qui est né en premier? Ouais, quand on te l'a posé sur toi et puis ensuite quand tu as pu voir aussi Rose. J'ai pas ressenti l'éclair d'amour, parce qu'en fait, pour moi, je les ai vus, enfin, j'ai ressenti la continuité de l'amour que je leur portais déjà dans mon ventre. C'est un amour qui dépasse tout, qui déborde tout, qui m'a fait déborder, mais je les aimais déjà, je les aimais pareil, quoi, mais ils étaient là. Alors,
Né à 32 semaines, un bébé est formé, hein. Ils étaient bien finis, ils étaient beaux comme tout, mais ils étaient quand même tout maigres, hein. Tu vois, mon fils faisait 1,930 kg et Rose faisait 1,660 kg. Je peux en rire maintenant parce c'est vrai, ils sont vraiment magnifiques. Mais sur le moment, bon, c'est l'amour d'une mère qui parle. C'était les plus beaux du monde pour moi, quand même. Avec leur tout petit corps chétif qui aurait pas dû voir le jour à ce terme-là, transcender tout, quoi. C'est là où tu prends conscience que t'es mère, ça y est, quoi. Je me rappelle mes filles, dont une qui était à 2 kilos, et c'était tellement petit, mais alors, toi avec les poids, oh là là, waouh, enfin vraiment, un grand bravo à toi, aux enfants, et puis aussi à ton compagnon qui t'a entouré. Ouais, c'est gentil, Madeleine, mais tu vois, en plus, moi, j'étais persuadée de vivre le plus grand drame de l'univers, et en fait, arrivé en néonat, on te dit vite, enfin, je sais qu'il y a un infirmier qui appelait Basile le gros, et ça me heurtait. J'en pleurais. Les gens pleuraient, j'étais, ah, mais le gros, il fait 1,9 kg. Et il me disait, mais madame, moi, j'ai travaillé en réa. Il y a des enfants, ils faisaient pas 1 kilo. Je vous dis ça, c'est pour vous faire du bien, en fait. Ça me heurtait, mais je comprends ce qu'il faisait, en fait. Et en fait, t'apprends vite à relativiser aussi parce que tu vois, dans la prématurité, il y a différents stades. Entre 24 et 28 semaines, c'est l'extrême prématurité. Entre 28 et 32, c'est la grande prématurité. À partir de 32, c'est la prématurité modérée, de 32 à 37. Bon, moi, en fait, sur le papier, ils sont nés à 31 plus 5, mais il y a eu un petit décalage enfin bon, moi, je sais ils sont nés à 32 semaines, voilà. Mais bon, enfin, ça reste des tout petits gabarits. Puis chez des jumeaux, en fait, c'est un truc un peu horrible que j'ai vu sur Internet, que j'aurais préféré ne jamais lire, c'est qu'en fait, le terme de 32 semaines est plutôt de très bons pronostics. Et en plus, il y a plusieurs choses, parce qu'il y a le poids. Effectivement, il y a le cap des 32, je crois que c'est parce qu'au niveau du cerveau, il y a des gros développements qui ont lieu jusqu'à 32 semaines. Donc en fait, je me dis quand même, au moins, ils ont eu le développement principale du cerveau dans le ventre. Mais en fait, pour les poumons, typiquement, avant 34 semaines, ils peuvent pas respirer tout seuls, sauf avec la cure de corticoïdes subie par la maman si elle a la chance de la subir avant. Donc moi, ils ont eu cette chance-là aussi, c'est qu'ils ont pu respirer tout seuls quasi tout de suite. Et ensuite, effectivement, tu as des étapes comme ça. Parce que de toute façon, quand tu dois accoucher à 32 semaines, il y a peu de chances que tu tiennes jusqu'à 37. Ça peut. Mais... Donc, en fait, tu t'accroches parfois à des petites étapes, quoi. Tu te dis, si c'est pas 32, ça peut être 34, tu vois, c'est déjà mieux que 32, en fait. Voilà, parce que si tu pèses de 32 à 37, en fait, t'as l'impression que c'est une montagne que tu pourras pas franchir. Donc, Ah non. comment se dire, chaque jour passé est une victoire. Ah, ça peut vachement aider à tenir ça. Non, mais encore une fois, un gros bravo. Je te remercie énormément pour ton partage. Il est hyper émouvant et plein de joie. Et puis, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça s'est passé, justement, la néonate? Oui, bien sûr. Effectivement, on parlait tout à l'heure un peu de la réa. Moi, ils ont eu la chance de pas aller en réanimation, c'est-à-dire qu'ils ont jamais eu leur pronostic vital engagé à 12 heures, je crois. Ils sont allés en néonat, ce qui était, comme disait cet infirmier dont je parlais tout à l'heure, à la maison de retraite pour prématurés. C'est comme ça qu'il le disait, lui, parce qu'en fait, bah, c'est des bébés qui vont bien. Donc, c'est des bébés qui sont nés trop tôt, qui ont besoin de grandir, de grossir, de prendre du poil de la bête, pardon, mais qui vont bien. Et c'est vrai. Alors, moi, j'étais incapable d'entendre ça, parce que franchement, accoucher à 32 semaines, t'as un sentiment d'échec, d'une violence. Moi, je m'en remettais pas. Et j'en étais au stade où, dès que je voyais mes bébés, je fondais en larmes. Et je pense que j'ai passé une semaine à fondre en larmes à chaque fois que je les voyais, accablés par le poids de la culpabilité, et en fait une semaine à ne pas réussir à leur faire les soins. Parce qu'ils étaient en couveuse, donc. Ils étaient en couveuse, donc ils sont branchés de partout, tu vois. Donc t'as des tout petits bébés, tout maigrichons, toutes petites couches, puis ils ont des petits capteurs pour leur constante là sur le torse, et puis ils ont un petit capteur au pied, et puis ils sont là avec leur petite sonde dans la bouche pour les nourrir. Bon, bah, c'est pas hyper gai comme vision. Enfin, j'avais des pleurs intarissables, hein, sincèrement. Et heureusement, j'ai croisé un papa de petit Préma aussi, qui a été d'une douceur folle. Je commence un peu à faire connaissance, et puis je lui dis, je suis désolée, je fais que pleurer. Il me fait, bah, non, mais ma femme, c'était pareil, ça va mieux maintenant. Enfin, voilà, il y a une espèce de solidarité des gens qui savent, en fait, qui s'instaure aussi en néonat. Tu croises les parents, alors il y en a qui veulent pas parler, parce que je pense qu'il y en a qui vivent des situations plus dures que d'autres aussi. Puis t'en as qui parlent, et en fait, qui parle en sachant. Ce qui fait que t'as pas besoin d'expliquer des trucs évidents. Ça, c'est un truc dont j'aimerais parler aussi. C'est que tu vis quand même une situation qui est pas classique. Qui est pas dramatique parce que il a jamais été question que nos enfants meurent, par exemple. Mais il a été question d'handicap. Il a été question de problèmes de développement potentiel. Et ça, c'est difficile de l'expliquer à son entourage. D'autant plus que je rappelle, nous, on était toujours en période Covid. On ne voyait personne.
En fait, il y avait des couvre-feux le soir, et puis la journée, on l'a passé à l'hôpital. Donc, en fait, on ne voyait personne. C'est impossible quand on est à l'extérieur, qu'on n'est pas passé par là, de se rendre compte de ce que c'est qu'un service de néonatologie, ce que c'est qu'un bébé d'1,6 kg, ce que c'est qu'une sonde, enfin, un bébé nourri par sonde, le scope, les bip bip en permanence. C'est un monde à part, quoi. Et moi, j'ai un peu souffert quand même de ce truc où on vivait en autarcie, où finalement personne connaissait mes bébés, à part le personnel de l'hôpital. Il n'existait que pour nous, ces bébés, d'une certaine manière. Pendant 5 semaines. Les 5 semaines qu'ont duré leur hospitalisation, ils n'ont rencontré que leurs parents, quoi. Alors, on prenait des photos, on faisait des petits récits, mais j'ai trouvé que c'était une période hors du temps, très déstabilisante. Pour autant, pour rassurer aussi, nous, on passé 5 semaines en néonat, le temps d'atteindre, les 37 semaines, d'avoir un poids très correct, et d'être autonome surtout sur le plan alimentaire. Ces 5 semaines, en fait, qui ont été quand même faciles après coup, parce qu'on a eu des bonnes nouvelles sur le plan médical, ils grossissaient bien. Enfin, la chance qu'on a eue, nous, c'est qu'on a eu des bébés de petits poids, évidemment, à la naissance, mais en fait, moi, je crois que j'ai un fils qui était champion du monde de prise de poids. Le gars a pété tous les scores. Et donc ça, c'est des trucs, tu vois, que t'as du mal à voir sur le moment parce que t'es tétanisé par l'angoisse. Et au final, après coup, je me dis, mais ça existe aussi les parcours faciles et c'est pas rare. Voilà. Donc, faut garder cet espoir-là quand on est dans des moments de solitude extrême, parce qu'on est quand même seul, hein. Mais pourtant, je peux te dire que nous, on a été entourés, hein, mais t'es quand même un peu seul dans ta détresse, hein. Et du coup, comment, de façon très pratico-pratique, comment vous êtes organisé? On était à 2 tout le temps. Déjà parce qu'en fait, Olivier était en congé tout le mois d'hospitalisation. Il existe un congé d'hospitalisation pour les pères d'1 mois, de 30 jours, pour les salariés du privé ou pour les fonctionnaires. C'est important de le dire parce qu'Olivier étant fonctionnaire, ça faisait pas longtemps que ça existait. Mais voilà, donc c'est 30 jours de congé qui sont octroyés pour l'hospitalisation des enfants. Donc il était là tout le temps. Alors quand je dis tout le temps, en fait, Basile et Rose étaient dans une chambre de 5 bébés hospitalisés. C'est pas l'hôtel non plus, quoi. C'est pas hyper confortable, hein. Malgré le fait que l'équipe est aux petits soins, t'es à l'hôpital quand même. T'as pas de lit, tu vois. Enfin, toi tu viens d'accoucher. Parce que oui, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que moi, en fait, physiquement, j'allais hyper bien. Mon accouchement il s'est passé super bien. Donc en fait, normalement, je devais sortir au bout de 3 jours. Donc les sages-femmes ont été adorables, elles ont fait en sorte que je reste un jour de plus, mais enfin, au bout d'un moment, faut s'en aller, quoi. Donc, parti au bout de 4 jours, je crois, le moment le plus difficile du monde de sortir de l'hôpital, le ventre vide et les bras vides. Mon Dieu, mais ça, c'est une violence. Et puis, bon, tout le monde n'est pas parisien, hein, mais moi j'ai accouché dans le 14e et j'habite dans le 11e. Alors voilà, ça parle à personne, mais en fait, en transport, c'est 1 heure de métro. Personne n'a envie de faire 1 heure de métro avec le ventre vide, en vrac, le périnée un peu fatigué, et puis désespéré de pas avoir ses enfants avec soi. Et en bon parisien, on n'a pas de voiture, ce qui fait que on s'est retrouvés en fait à louer des petites voitures en libre service. On louait ça tous les jours, ça nous a coûté 100 $, mais c'est pas grave. Et Olivier, en fait, tous les jours, on partait le midi et on repartait de là-bas à 22h. Voilà, donc on passait 10, 12 heures ou 14 heures à l'hôpital en continu à faire du pot à pot avec nos enfants, tous les deux. Et puis après, on rentrait se reposer. Et puis moi, je tirais mon lait, en fait, parce que la chance que j'ai eue aussi, c'est que j'ai réussi à les allaiter, ces 2 enfants. Donc je tirais mon lait à la maison, je tirais mon lait à l'hôpital, et ils recevaient mon lait directement, en fait, par sonde au début, évidemment, hein. Mais ça a été un bon moyen de réparer ma maternité aussi, et de créer le lien. Ouais, de créer ce lien. Bah, tu sais, un truc, moi, honnêtement, tu vois, j'avais oublié, mais je m'en suis rappelé il y a pas longtemps. Mais un truc que j'ai trouvé extrêmement violent, c'est quand j'arrive en néonat, déjà, ils sont chacun dans sa couveuse. Tu sais pas lequel aller voir en premier. Déjà, c'est horrible, faut choisir entre tes enfants. Et surtout, je me dis, mais qu'est-ce qui fait de moi leur mère, là, concrètement? C'est quoi qui me distingue des autres? Parce qu'ils sont dans une couveuse. C'est pas moi qui leur fais leurs premiers soins parce que je suis pas capable. Ils sont nourris par son. C'est quoi une mère, en fait? Et j'ai eu vraiment cette crise existentielle au début, mais qui était accablant. Et l'allaitement, ça peut être un vecteur, voilà, de liens extrêmement forts, en fait. Où là, tu te dis, il y a que moi qui peux faire ça pour eux. Donc ça, je pense que ça m'a vraiment aidé. Au-delà du fait que, médicalement, malheureusement, c'est quand même aussi mieux pour eux. Ça aide à prendre sa place de mère, quoi. Ça fonctionne. Et tu peux nous en dire plus sur l'allaitement? Parce que je comprends que tu as allaité et qu'en plus tu as allaité quasiment tout de suite. J'ai allaité tout de suite, exactement, parce que j'ai eu la chance, tu sais, j'ai accouché par voie basse, voilà, pendant 2 heures tu restes allongée, puis après, en gros, on te remonte en chambre, et puis dès que tu te sens prête, tu vas voir tes enfants en néonat. Donc j'ai eu cette chance-là, je suis arrivée en néonat assez vite.
Et là, une infirmière qui s'appelle Charlotte, lumineuse, douce au possible, qui me dit mais est-ce que vous voulez allaiter? Et je me dis, j'étais pas convaincue que je voulais allaiter avant. Hein. Je pense que s'ils étaient pas nés prématurés, je suis pas sûre que je me serais lancée là-dedans. Mais là, je me suis dit oui, je veux allaiter. Elle m'a sorti un tire-lait. Elle s'est arrangée pour me trouver des tétrelles qu'il faut, parce que moi, j'y connaissais rien. Mais t'es pas spécialement, j'avais pas spécialement lu sur l'allaitement. J'étais pas du tout au taquet. Elle m'a sorti ce tire-lait. Et en fait, bon, j'ai aussi eu la chance d'avoir beaucoup de lait tout de suite. Mais voilà, elle a tout de suite donné mon lait. C'est ça qui s'est mis en place assez vite. Alors, c'est tout à fait possible d'allaiter exclusivement ses jumeaux. En revanche, c'est quand même pas la même chose qu'allaiter un seul enfant. Parce qu'il y a ceux qui disent ça aussi, en gros, le corps s'adapte et tout. Oui, enfin, il y a un principe de réalité qui fait quand même qu'allaiter, c'est fatigant. Allaiter 2 enfants, il y a un moment, tu sors 2 litres de lait par jour, bon, c'est fatigant quand même. C'est fatigant, mais c'est possible. Moi, j'en ai fait un cheval de bataille, honnêtement, extrêmement fort. Parce que c'était ma manière à moi de réparer cet accouchement prématuré. Je dirais pas que c'était facile quand même. Parce que, tu vois, quand ils étaient à l'hôpital et que j'étais rentrée chez moi, je me réveillais 1 à 2 fois par nuit pour tirer mon lait, voilà, sans petit. La journée, c'est quand même tirer toutes les 3 heures. C'est une discipline, mais c'est possible. C'est vraiment possible. Qu'est-ce qui t'a permis en fait de faire ton allaitement dans les meilleures conditions possibles? Deux points clés pour moi, le conjoint. Moi j'ai eu, Olivier, il s'occupait de tout. Enfin tu vois, moi je tirais le lait, mais derrière c'est lui qui désinfectait tout ce qu'il fallait désinfecter, c'est lui qui gérait la congélation du lait. Enfin tu vois, qui portait la charge mentale de cette organisation. Sans ça, sans lui, clairement j'aurais jamais réussi à allaiter. Parce que ça reste une orga quand même. Tu vois, notamment quand tu es en néonate, tu peux tirer en néonate et directement donner ton lait en néonate, mais quand tu tires chez toi, faut transporter le lait après dans une glacière. Tu mets des étiquettes en disant à quelle heure, à quel jour tu l'as tiré. C'est une petite organisation et a fortiori quand on est à 2, parce que tu as besoin de 2 fois plus de lait. Donc moi, j'ai pas eu besoin de porter toute cette charge mentale. C'est Olivier qui l'a porté et qui l'a très bien porté pendant des mois, puisqu'en fait j'ai allaité 2 ans après. Mais c'est surtout au début que c'est important, parce que c'est au début que ça se lance, quoi. C'est pas un secret, hein, mais donc au début, il faut être entouré, faut être accompagné. Je pense, hein, moi, en tout cas de mon expérience. Et deuxième point, essentiel, ne pas aller sur les sites dogmatiques de l'allaitement. Oui, on peut mettre des bouts de sein et ça peut marcher. Oui, on donne le biberon et ça marche. Hein. Je veux dire, moi, je serais décédée à cette heure si je n'avais pas donné de biberon à mes enfants, de biberon de lait maternel, mais de biberon. Et dès la néonate. Hein. Donc, ils ont pris biberon, ils ont pris bout de sein. En tout cas, ça marche même sans tomber dans ces trucs extrêmes où là, vraiment, tu te mets une pression folle et tu deviens taré, en fait. Ça peut marcher sans problème. Donc, honnêtement, j'essaie de faire un peu de prévention là-dessus parce que parce que c'est quand même dur d'allaiter. Hein. Je pense qu'il faut pas dire aux mères que c'est archi naturel et que ça se fait tout seul. Peut se faire plus ou moins facilement, mais pas tout égal là-dessus. Moi, j'ai vu en néonate des mamans accablées de ne pas réussir à tirer le lait pour 2 enfants. Hein. Ça peut aussi malheureusement. J'ai pas mieux fait qu'elle en fait. J'ai eu plus de chance. Et comment dire, on n'est pas tout égal. Donc il y en a qui vont faire tout parfaitement et ça marchera pas forcément parfaitement. Et puis il y en a pour qui ça sera plus simple. Mais en tout cas, quand même, il faut être accompagné, je pense. Il faut être un peu douce avec soi, quoi. Puis il faut pas se mettre la pression, on peut donner le biberon et ça va aller, quoi. Quand tu dis être accompagné, tu parles de ton compagnon ou est-ce que tu parles aussi de faire appel à une conseillère en lactation? Alors du compagnon plutôt, parce que alors pour te dire, moi je voulais un rendez-vous avec la conseillère en lactation à l'hôpital. Alors elle est venue me voir, elle me fait ah mais c'est vous qui avez déjà plein de lait, mais vous pouvez m'expliquer comment vous avez fait? En fait moi je suis une néophyte absolue du lait, je sais même pas. Mais moi je me suis beaucoup stressée parce que j'ai eu des trucs sur internet renforcés par une conseillère en lactation qui honnêtement donnait des conseils fake. Hein. Tu vois, elle m'avait dit en gros en gros à 1 mois de vie de tes enfants, tu dois tirer le max de lait possible, sinon après c'est fini, tu peux pas augmenter ta capacité. Et moi, je fais mes petits calculs, je me rends compte que là, je tire 1 litre 6. Mais mes gosses, ils buvaient rien du tout là-dessus. Hein. Donc je les tirais en plus en me disant, effectivement, faut essayer de tirer au max. Mais j'arrivais pas à tirer plus que ça. Sauf qu'en fait, tu te rends compte qu'au max de leurs besoins, ils ont besoin d'1 litre chacun. Donc avec 1 litre 6 pour 2 enfants, on n'y est pas. On n'est pas aux 2 litres. Et là, elle me dit, en gros, trop tard, quoi. Eh ben, j'en ai chialé, honnêtement. J'en ai chialé en me disant, mais tu lances ton allaitement et t'es pas foutu de faire ça correctement. Eh ben, spoiler alerte, je les ai allaités exclusivement jusqu'à leur entrée en crèche et même après. Et comme je te disais, mon fils faisait des kilos à 6 mois, donc crois-moi bien qu'il avait bien son litre de lait sans problème. Donc vraiment ne pas se mettre la rate au courbouillon et non, l'accompagnement pour moi c'est de ses proches. C'est-à-dire que clairement
l'allaitement c'est fatigant. Donc si derrière tu te tapes tout le ménage chez toi, si c'est toi qui dois faire toute la nourriture, si tu dois te taper les courses et tout, je doute quand même que tu aies l'énergie disponible de réussir à allaiter pleinement tes deux bébés. Mais je crois que vraiment le secret c'est d'être aidé dans son quotidien. Et alors, parce que moi, je veux en savoir plus, parce que moi, pour le coup, je n'ai pas allaité. D'ailleurs, c'est un regret en ce qui me concerne. Mais c'est vrai que parfois, je vois que il y a ce fameux double coussin d'allaitement qui est un peu la Rolls-Royce. Toi, est-ce que tu fais partie de cette team-là ou non? Non, pas du tout. Mais moi, j'ai rien fait dans les clous, je crois. J'ai jamais laissé une serviette de coussin. Mais en fait, je te jure, mais quand je les vois, je trouve ça magnifique d'installer deux bébés. Mais en vrai, un bébé, ça tient pas sa tête, c'est une poupée de chiffon. Comment tu veux placer deux bébés? Donc moi, je les allaitais un par un. Donc, par contre, concrètement, oui, tu y passes 18 heures par jour. Mais ça ne dure pas si longtemps que ça. Mais tu peux aussi t'en sortir sans avoir tout le matos qui coûte un bras. Ok. Et parce que tu nous as dit 18 heures par jour, l'organisation des nuits, du coup? Ouais, la nuit, ouais. Ouais. Je tirais mon lait effectivement pour que la nuit on se répartisse un peu le travail. Aussi parce que Rose, qui était la plus petite des deux, elle était même un peu petite quand elle sortait de néonat, elle faisait pas 3 kilos. C'était encore un petit morceau, mais comme souvent chez les jumeaux et encore plus souvent chez les prémas. Et en fait, elle pleurait pas la nuit. Il fallait la réveiller pour la nourrir. La blague. Et elle était très longue au sein. Elle avait du mal à boire au sein, fallait que je mette des bouts de sein, enfin c'était l'enfer. Donc elle prenait le biberon. Et donc effectivement, c'est Olivier qui lui donnait. Donc ouais, il y avait plutôt sein pour Basile et plutôt biberon pour Rose les premiers temps. Question importante nuit, chacun avait son rythme ou ils étaient totalement désynchronisés. Ouais, bonne question. En plus, tu vois, je me rappelle quand Néonat, il nous disait c'est bon, ils sont calés, ne vous laissez pas faire après. Et tout le monde nous avait dit réveillez-la en même temps. Notamment Rose, réveillez-la en même temps que Basile. Donc effectivement, bon, Basile était réveillé toutes les 10 minutes, hein, sincèrement. Je te jure, c'était vraiment l'enfer au début. Et il voulait tout le temps péter. Donc en fait, effectivement, on réveillait Rose quand ça nous arrangeait entre guillemets au début, sauf que très vite, elle a su pleurer et bien pleurer. Et donc en fait, il n'avait plus du tout le même rythme. Et moi, je n'ai jamais eu le cœur de les caler. Jamais. Donc en fait, il pleurait quand il voulait. Je les nourrissais tout le temps. Et on est rentré dans un rythme honnêtement extrêmement difficile à tenir parce qu'on dormait pas beaucoup. Mais je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui allaitent qui justement calent les bébés. Et ça peut marcher aussi. Hein. Non mais enfin totalement. Moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas du tout en tête, calé, pas calé. Mais c'est vrai que qui dit calé dit aussi derrière arriver à se reposer un minimum la nuit quoi. Parce que c'est vrai que quand ils sont désynchronisés, tu peux très vite avoir une nuit qui est totalement inexistante en termes de sommeil, quoi. Très compliqué et ça fait un peu le lit aussi de la dépression postpartum derrière parce que quand tu dors 2 heures par nuit, concrètement, tu vas pas bien. Mais Ouais. alors justement, j'ai un petit warning là-dessus parce que bon, moi je pense que c'est ce qui m'est un peu arrivé. Et je sais pas si c'est lié à la prématurité, mais tu vois, moi j'avais quand même ce truc de c'est quand même de ma faute si ça s'est passé comme ça. Donc peut-être de vivre un peu sa maternité dans la douleur. Donc allaiter coûte que coûte. Donc même si Mm. je dors pas, même si j'ai mal au sein, même si concrètement je n'en peux plus, même si c'est un rythme parce que t'allaites mais toute la journée. Tu vois, tu donnes vraiment ton corps au premier sens du terme à tes bébés, mais ça peut pas marcher sur la durée, ça, parce que tu t'oublies trop. Et en fait, alors nous, on a quand même eu la chance d'avoir nos parents qui ont pris la mesure de ce que c'était que la naissance de jumeaux. Puis, tu vois, notamment mon beau-père qui posait des jours de congé pour venir nous voir et tout. Sauf qu'en fait, il suffit pas d'avoir de l'aide. Il faut aussi réussir à laisser ses enfants et à faire des choses. Parce que du coup, on avait de la visite la journée après. Sauf qu'en fait, concrètement, je tirais quand même mon lait. Hein, donc, c'est moi qui tirais le lait et qui nettoyais le biberon, mais c'est les grands-parents qui donnaient le biberon. C'est pas une aide, ça, en fait. On avait de la visite, ça faisait du bien au moral, mais en fait, je suis pas sûre qu'on ait eu tant d'aide que ça. Et en même temps, je me disais, c'est mes enfants, c'est ma charge. Alors que si c'était à refaire aujourd'hui, je me dirais, c'est mes enfants. En fait, ouais, je peux pas tout faire. Et c'est pas grave. Et ça fait pas de moi une mauvaise mère, en fait. Au contraire, au contraire, je connais mes limites et pour tenir dans la durée, il vaut mieux justement s'économiser peut-être des tâches parfois que d'autres peuvent faire aussi bien que moi. On te dit vous allez être fatigué, mais en fait c'est une fatigue que tu peux pas imaginer avant de l'avoir vécu. T'es poussé, enfin ton corps est poussé à ses retranchements. Vraiment, quand tu veux tout faire tout seul. Moi, je ne sais même pas comment font les parents solo, mais je leur voue une admiration sans limite. Hein. Après, je pense qu'ils ont au moins le mérite de s'organiser peut-être un peu mieux et d'avoir l'intelligence de déléguer dès le début pour tenir dans la durée. Mais c'est le secret. Et honnêtement, c'est triste en fait d'une certaine manière qu'aujourd'hui il y ait autant besoin d'organiser ça. C'est vrai que c'est dommage, on se retrouve assez seul finalement quand on vient d'avoir ses bébés. Puis en plus tu vois moi il y a eu le truc aussi
Bon, c'était des petits pois. Je me souviens de mon père qui disait, qui voulait aider, hein, mais qui ne se sentait pas de leur changer la couche, en fait, au début. Et quand ils sont sortis de l'hôpital, ils faisaient pas 1,6 kg et 2 kilos, hein. Ils faisaient 2,5 kg et 3 kilos. Il y avait ce truc de comme c'est des petits êtres fragiles, on ose peut-être moins aussi. Ouais, il y avait un truc un peu sacralisé autour de la fragilité de ces enfants. En plus, comme c'était encore la période Covid, enfin, il y avait une espèce d'ambiance quand même pas très sereine. Et donc, ça fait une espèce de cocktail quand même, pas très viable dans la durée, puisque tu veux tout faire toi-même. Et en fait, tu peux pas. Et même à deux, hein, je veux dire, Olivier, il a fait énormément. Hein. Alors, on a quand même eu recours, nous, à une nounou de nuit, je me souviens, au bout d'un mois qu'ils étaient rentrés à la maison, 2 nuits par semaine, et une femme extraordinaire en plus qui s'en est très bien occupée, en qui j'ai eu confiance, donc ça c'était pas rien. Et on arrivait à dormir au moins 3-4 heures. Enfin, Olivier faisait des bras nuits, mais moi j'arrivais quand même à dormir 4 heures, tu vois, de suite, ce qui est quand même nécessaire pour ton cerveau. Moi, je ne connaissais pas. C'est vraiment en rentrant dans l'univers des jumeaux que j'ai appris que ça existait des nounous de nuit. Alors, je crois savoir que c'est pas donné, mais que en tout cas, si on est en capacité de se l'offrir ou de se le faire offrir, qu'il faut pas hésiter parce que le sommeil, c'est vraiment très important et passer une journée en se disant qu'à la fin, il y a la nounou qui va arriver et que ça va nous permettre de dormir X heures d'affilée, ça n'a pas de prix. Et nous, on la prenait le mardi et le vendredi soir. Et je peux te dire que dès le samedi, on se disait, allez, courage, mardi soir, elle vient, allez. Et ça nous a quand même vraiment aidé à passer, on a fait ça pendant 2 mois, et ça nous a aidé à passer quand même une période vraiment compliquée. Et sur cette première année, qu'est-ce qui t'a le plus enchanté? Et ce qui m'a le plus enchanté, j'allais dire, c'est la maternité. Enfin, malgré cette naissance prématurée, malgré ces débuts compliqués, malgré cette période de Covid, j'ai vécu un bonheur qui transcende tout en fait. Celui qui fait que tout ça, ça vaut le coup d'être vécu, quoi. Même si objectivement c'est pas simple. Et ça, ouais, tous les jours, quoi. C'est beau D'accord. d'avoir des jumeaux quand même. Ah ouais, ah mais c'est une chance. Enfin, mais vraiment, mais y a pas de. Mais moi, enfin ouais, je trouve que on peut être fiers, nous, les mères de jumeaux, les parents de jumeaux, mais quelle fierté, quoi. Puis quelle beauté, ce lien entre eux. Ah ouais, si c'était à refaire, je fais tout pareil. C'est éprouvant, c'est fatigant, c'est beaucoup de choses, mais à la fin, quand tu les vois là, en train de faire leurs bêtises, ou en train de se parler, ou en train de se faire des bisous, tu dis bon, ok, je vais bien être fatiguée. Oui, et puis la fatigue, honnêtement, à la première année, quand t'as des enfants qui dorment pas, c'est extrêmement violent. Il y a 2 ans, moi j'ai trouvé que c'est une période quand même, avec 2 enfants qui s'affirment, qui s'opposent, c'est rude, hein. Moi aujourd'hui ils ont 4 ans. Ouais, Le fameux terrible. terrible version jumeaux. Version jumeaux, parce que moi on me disait oui, mais enfin au moins les deux c'est fait d'un coup. Bah vas-y, faut y survivre, hein, aux deux d'un coup quand même. T'es mignon, tu vois. Enfin, si pendant un an t'en as deux qui te font la guerre et les crises à chaque fois que tu leur demandes un truc, non, courage, parce qu'honnêtement, à partir de 3 ans, je dis pas que c'est toujours facile, mais ça n'a plus rien à voir. Ah, puis là, maintenant, ils ont 4 ans. C'est les vacances. Enfin, vraiment, c'est facile aujourd'hui. Et tu vois, quand je vois, Basile et Rose, ils ont plein de copains de crèche qui étaient les aînés et qui ont des petits frères et sœurs maintenant. Donc, on a plein de copains qui ont un enfant de 4 ans, puis un bébé de 6 mois, 1 an. Ah bah, je préfère être à ma place, hein. C'est beaucoup plus facile, hein. Mais je pense qu'à un moment donné, la tendance est inverse, c'est-à-dire pour nous, parents de jumeaux, enfin moi je ne suis pas encore, elles ont un peu plus de 2 ans maintenant, et c'est vrai que j'ai en ligne de mire les 3 ans, 4 ans. Et du coup, je pense, et peut-être que d'autres me diront, mais Madeleine, tu rêves, que en fait c'est dur au départ. Enfin, on t'est jeté dans le grand bain des jumeaux sans bouée, sans rien, mais que finalement, une fois qu'ils savent parler et qu'ils sont beaucoup plus autonomes, une fois que tu n'as plus la poussette double à trimballer partout, une fois que tu vois, que tu es un peu plus déchargé, que tu as les bras un peu plus libres, je me dis que et ben là, finalement, il vaut mieux peut-être avoir des jumeaux à ce moment-là plutôt que d'avoir un aîné et un enfant en bas âge. Moi, je suis assez d'accord, ouais. Bon. Après, tu sais, moi j'ai souvent entendu ce truc et ça m'énervait d'ailleurs, avoir 2 enfants rapprochés, c'est plutôt que d'avoir des jumeaux. Déjà, qui a l'énergie de faire ce genre de comparaison? En plus, t'en sais rien. Je pense quand même que le fait est qu'avoir 2 nouveau-nés ensemble, c'est quand même une expérience particulière. Les humains, c'est pas trop le sens de l'histoire normalement. T'as un nouveau-né parce que ça a déjà tellement d'énergie et tellement de temps à s'occuper qu'en avoir deux, c'est que, enfin, je ne parle même pas des triplés Mm. ou plus, mais en avoir deux, c'est quand même une expérience qui est particulière que je pense que tu ne peux pas comprendre tant que tu ne l'as pas vécu. Moi, je ne me sens pas coupable maintenant, effectivement, d'avoir un rythme plus simple avec mes 2 enfants de 4 ans. Hein. Je me dis, bah écoutez les gars, libre à vous d'avoir des jumeaux aussi, si vous trouvez que ça a l'air facile. Mais il faut quand même en passer par 2 ans, 2 ans et demi
qui à mon avis sont quand même autrement plus difficiles au début. Mais bon. Donc après, tu verras, effectivement, que ça, tous les parents de jumeaux qui sont dans le dur, honnêtement, on mange le pain noir au début, puis ensuite c'est vraiment la croisière, quoi. Au moins jusqu'à l'adolescence, j'espère. Donc du coup, ouais, 4 ans. Ils ont 4 ans. Il y a eu plein de grandes étapes. La première année, le Terrible 2, peut-être pas d'ailleurs totalement fini. L'entrée à l'école. Ouais, l'entrée à l'école, ouais. Avec le dilemme, les mettre ou pas dans la même classe. Nous, on a décidé de pas les séparer parce qu'ils s'entendent bien. Enfin, ils s'entendent bien. Je pense que beaucoup de jumeaux s'entendent bien, hein, globalement. Mais il n'y a pas enfin, on n'identifiait pas de problème d'ascendant de l'un sur l'autre ou de grosse dépendance de l'un à l'autre. Mais de toute façon, la politique de l'école, c'est de les séparer en moyenne section. Donc, ils seront bientôt séparés, on les y prépare. Et puis, on se dit qu'on fait confiance à l'école, après tout. Il n'y a pas de raison que ça n'aille pas pour les nôtres. Et alors, au bout de ces 4 années, est-ce qu'il y a des choses peut-être que tu t'interdisais, vous vous interdisiez avec ton compagnon, et aujourd'hui vous dites, allez, c'est bon, maintenant on a passé le cap, on peut. Ah bah tout à fait. Et notamment nous, la première année, bon, on était assez tranquille. Et d'ailleurs, je veux juste rassurer aussi les parents de jumeaux qui ne sentent pas. C'est ok de rien faire en fait. Parce que je me souviens d'avoir entendu des discours de ne vous interdisez pas d'aller au restaurant et tout. Ouais, ok, non mais bien sûr. Mais si les gens ont envie, ils vont pas s'interdire. Mais par contre, c'est aussi ok de pas se sentir capable en fait. Vous n'êtes pas des gros ratés ou des gros nuls parce que vous le faites pas en fait. Si vous le faites pas là, vous le ferez plus tard. Et il y a pas de sujet. Et nous, on a je pense pas fait énormément de trucs la première année. On apprenait à vivre ensemble, à se découvrir, à trouver notre rythme. Mais en fait, tu vois, on s'est senti de partir en Islande tous les quatre, en road trip quand ils avaient 1 an et demi. Et là-bas, Ah, ouais, mais en fait, on s'est pas mis la pression. On s'est dit, on y va, on fait ce qu'on peut faire. Et en vrai, ça s'est hyper bien passé. On se faisait des petites balades en porte-bébé. On a même croisé des Français là-bas qui étaient trop mignons parce que je sais même pas s'ils avaient remarqué qu'on était français, mais ils ont dit tout haut, oh là là, mais nous on trouve déjà ça dur de se balader comme ça, mais eux ils ont 2 bébés, chapeau quoi. Et franchement, je me suis dit bah tu vois, hein, c'est pas parce que tu fais rien la première année ou que t'as peur un peu de ton ombre que en vrai tu peux pas prendre ton envol rapidement après, tu vois. Enfin, faut pas non plus forcément se faire violence quoi. Voilà, ça va. Et chacun son rythme. ouais, chacun son rythme. Et puis voilà, il y a des moments pour tout, quoi. Euh, Nous aussi, on a eu la chance quand même. Bah, tu vois, nos enfants sont prémas et sont suivis dans un réseau d'enfants vulnérables jusqu'à leurs 7 ans pour bah, identifier s'il y a des séquelles. Et en fait, bah, c'est vrai que ces rendez-vous, au début, moi, ça me stressait énormément. C'est pour ça aussi que t'oses pas forcément faire grand-chose parce que tu veux pas passer pour la mère inconséquente, quoi. Et puis en fait, le temps, je trouve que chez les prémas, c'est très vrai. Le temps est ton allié quand même, en fait. Et tu prends confiance et tu te rassures et ça pense un peu tes plaies et tu vois la vie un peu, bah, quand même sous un autre jour. Et c'est pour ça, tu vois, bah, ils ont eu 1 an et demi, on est parti en Islande et ça a été un peu le voyage fondateur, quoi. Ensuite, on s'est mis à aller au resto, on s'est mis à les initier à plein de choses. Comme on vit à Paris, on va au musée, on les trimballe partout en métro. Enfin, et ça va. C'est trop bien. Enfin, franchement, c'est trop bien et moi j'adore entendre ça parce que c'est vrai que et c'est d'ailleurs aussi une des raisons pour laquelle j'ai lancé le podcast parce que je me souviens d'avoir répondu à une personne sur Facebook qui disait bah, je viens d'apprendre que je vais avoir des jumeaux et j'ai peur de devenir totalement esclave de mes jumeaux, sous-entendu de ne plus avoir aucune vie sociale. Et j'avais répondu en disant, bah, pour ma part, enfin voilà, on ne s'interdisait pas de faire un certain nombre de choses, restaurants, etc. Mais parce que aussi, on avait des jumeaux qui le permettaient dans leur comportement et médicalement parlant, on Mhm. pouvait se le permettre. Et parce que aussi, nous, on en avait envie et besoin. Donc encore une fois, je te rejoins. Ce n'est pas une course à qui fera le mieux. Chacun fait ce qu'il veut, quand il veut et à son rythme. Et je me souviens que j'avais eu une avalanche de commentaires négatifs, mais vraiment assez violents en disant mais non, mais faut arrêter de mentir, faut arrêter de vendre une vie de rêve, avoir des jumeaux, c'est très compliqué, c'est très dur, on peut plus rien faire, c'est la fin de tout. Donc non, moi je pense pas que ce soit la fin de tout. Je pense que ça peut être la fin temporairement, voilà. Mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il peut, tout simplement. On n'est pas là pour se juger et se jauger. Bah non, ça me choque un peu ça. Il y a un principe de réalité aussi, honnêtement, en région parisienne, se balader avec une poussette double, ce n'est pas possible même de prendre le métro, enfin, sauf dans quelques stations où il y a un ascenseur, c'est vrai. Pour autant, le bus, ça se prend, on peut se promener, en fait, on fait les choses différemment, mais de toute façon, je crois que ça c'est valable pour tout le monde, que t'aies un jumeau, enfin, que t'aies des jumeaux, pardon, ou que t'aies un seul enfant, ta vie change quand même, hein, mais après, c'est pas la mort, c'est pas la fin de tout, et justement, je trouve que t'apprends
à faire un peu autrement. Et moi, j'ai trouvé ça vachement bien, tu vois, de redécouvrir aussi mon quartier avec ma poussette double et de prendre le temps de faire des choses un peu différemment, finalement. Je partage. Et je reviens juste un peu en arrière, Jessica. Que tes enfants nés à 32 semaines, prématurés, petit poids. Je sais, alors moi je ne fais pas partie de cet univers de parents de préma, donc c'est pour ça aussi que j'aime bien entendre vos récits, parce que ça me permet d'en apprendre plus. Et je sais, les parents de préma font parfois un distinguo entre l'âge réel et l'âge corrigé. Que toi, c'est quelque chose enfin toi, vous, quelque chose que vous avez fait. Ah oui, tout à fait. Et de toute façon, j'ai envie de dire, t'as pas le choix. Parce que au début, c'est jusqu'à 24 mois, me semble-t-il, t'es obligé de parler en âge corrigé. Parce que si tu parles en âge réel, en fait, tu te rends compte que tes gosses sont complètement en retard sur tout. Donc, t'es obligé de tenir compte du décalage de Je te deux coupe mois. juste. Oui, Je te coupe juste. Est-ce que tu peux juste nous réexpliquer ce que veut dire âge réel et ce que veut dire âge corrigé? très bien. Donc l'âge réel, c'est l'âge en fait qui tient compte de la vraie date de naissance. Si tes enfants sont nés depuis 3 mois et ils ont 3 mois, ça c'est l'âge réel. Et l'âge corrigé, c'est l'âge, en fait, qu'ont tes enfants en termes de développement, en fait. C'est-à-dire que moi, typiquement, les miens, ils sont nés avec 2 mois d'avance. Donc quand ils avaient 3 mois, ils avaient 3 mois d'âge réel, mais ils avaient 1 mois d'âge corrigé. Parce que ça tient compte, en fait, ce décalage lié à la prématurité. Donc pendant 2 ans, tu comptes vraiment en âge corrigé, c'est-à-dire que c'est d'ailleurs un exercice un peu compliqué, j'ai complètement oublié, hein, mais tu tiens compte notamment dans les rendez-vous avec la pédiatre. Alors c'est un peu bizarre parce qu'il y a certaines choses tu tiens compte de l'âge réel, comme les vaccins. Donc, en fait, tu fais vacciner ton bébé à 2 mois normalement d'âge réel, donc en fait ça Mhm. fait 0 mois d'âge corrigé. Donc moi, quand on a vacciné Basile et Rose, elle faisait 2,5 kg. C'était une crevette et elle se faisait vacciner. Enfin, ça a été un souvenir un peu horrible en fait, hein. C'est comme ça. Après, il fallait, hein. Mais vraiment de faire vacciner un bébé tout maigrichon là, à 2 mois, 2 mois d'âge réel, donc 0 mois d'âge corrigé. Elle était à 41 semaines quoi en fait, tu vois. Mais elle était déjà née depuis 2 mois. Et donc en fait, il y a plein de choses où on tient compte de l'âge réel et d'autres choses où on tient compte de l'âge corrigé. Et notamment toutes les acquisitions. On va pas comparer un préma avec un bébé né à terme, ça n'a pas de sens en fait. D'où, tu vois, c'est l'existence de l'âge corrigé. Je me souviens quand ils ont eu leurs 9 mois d'âge réel, tu sais, tu as des examens un peu complets chez le pédiatre à faire. Et t'as dans le carnet de santé, t'as toute une espèce de liste de trucs que l'enfant doit savoir faire là. Et en fait, il y avait cet examen-là à faire à 9 mois, donc 9 mois d'âge réel. Au début, je pensais. Et moi, je regardais, je me mais les miens, ils savent rien faire en fait là, de tout ça. Donc t'as un énorme sentiment d'échec. Et la pédiatre, elle te dit, c'est normal, on va le faire à 9 mois d'âge corrigé en fait. Donc dans 2 mois. En âge corrigé, ça collait toujours, ça allait bien. Mais pour les parents de préma, honnêtement, au début, c'est rude, hein, parce que tu te rends bien compte que ton gosse, oui, il est préma, donc il avance pas au même rythme, mais c'est normal. Et donc, notamment dans la rue, tu vois, je me souviens de ça aussi quand il venait l'âge où ils avaient plus d'1 an, où tout le monde se demande dans la rue s'ils marchent ou pas. Au début, je donnais leur âge réel, à la fin, je donnais leur âge corrigé, tu vois. Comme ça, ils avaient 2 mois de moins, on arrêtait un peu de me saouler avec comment ça, il marche pas, mais c'est... mais on oublie. Après, on arrête de compter comme ça, et honnêtement, on oublie. Après, il grandit, c'est peut-être que la différence qu'il y avait au départ, elle se gomme au fur et à mesure. Bah complètement. Ou alors c'est qu'il y a vraiment une séquelle, mais sinon. Mais d'ailleurs, ça me fait plaisir parce que quand on a fait l'entretien d'inscription à l'école avec la directrice de l'école, je lui ai dit à la fin de l'entretien que Basile et Rose était née à 32 semaines. Et là, elle m'a dit parfaitement étonnée, ah bah alors là, j'aurais jamais dit quoi. Ni dans le comportement, ni physiquement, il y a rien qui laisse voir qu'ils ont pu être prématurés. Et ça, c'est des moments comme ça de vraie victoire parce que elle nous connaît ni d'Ève ni d'Adam. Je veux dire, elle avait pas de raison de nous dire ça. Et là, je me dis bon, allez, on a aussi, on tourne des pages, quoi. Ouais, au fur Mhm. et à mesure, on tourne des pages, on passe les étapes. Jessica, je te remercie énormément. L'échange était vraiment top. J'ai encore plein de questions pour toi, mais je vais me limiter à deux questions. La première, je voulais savoir si tu as justement une question pour les parents de jumeaux qui ont des enfants plus âgés que les tiens. Non, ma question principale, en fait, c'est est-ce que le lien spécifique des jumeaux perdure avec l'âge, en fait. Ça, c'est un peu une obsession même. Tu vois, c'est savoir un peu. Alors, quid du lien entre vos jumeaux, quoi, à l'adolescence et à l'âge adulte. Je tu n'es pas la seule. Je pense qu'on se la pose, on se la pose toutes, Oui.
tous cette question. Donc ça marche, je prends, je note, et puis ça sera partagé aux parents. Et ma dernière question pour conclure, je voulais tout simplement savoir si tu voulais rajouter quelque chose. Bon, déjà, je te remercie aussi pour cet échange et pour m'avoir donné l'espace pour partager l'expérience de la prématurité. Ce que je veux rajouter, bah, c'est à l'attention, pardon, des parents qui vont connaître cette expérience de la prématurité. C'est extrêmement difficile et douloureux, mais c'est pas déterminant pour le reste de la vie nécessairement. On peut en sortir vraiment. Donc, entourez-vous, vous n'êtes pas seul et honnêtement, la vie est belle et ça va aller. Bah, Jessica, je te remercie. Et puis je te remercie globalement pour encore une fois pour cet échange. C'était vraiment top. J'ai passé un super moment. J'espère que toi aussi. Madeleine, je te remercie du fond du cœur, vraiment, de donner cet espace aux mamans de multiples comme nous et de permettre, de nous permettre d'avoir une nouvelle ressource pour partager nos difficultés, nos joies. C'est extrêmement riche. Je te remercie du fond du cœur. Ça me fait plaisir, ça me va droit au cœur. Bah écoute, il me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée, une excellente fin d'après-midi. Merci Madeleine, à toi aussi. Merci à toutes et à tous d'être restés avec moi tout au long de cet épisode. Alors je vous rappelle la question de Jessica. Est-ce que le lien spécifique des jumeaux perdure avec l'âge? La question sera partagée sur la page Instagram du podcast, Jumeaux Triplés Plus. Et en attendant de découvrir vos réponses, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.